Allez, bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode du Monde de Donald, un monde de Donald qui va vous retracer l'actualité aux États-Unis, l'actualité politique du monde de Trump en moins de 20 minutes. Bah voilà. Et puis je le rappelle, Mec Divergence Great Again, c'est marqué sur mon mug, c'est derrière moi, vous le voyez, en dessous de la casquette MAGA. Il n'y a pas 36 000 solutions, les amis. Si vous aimez cette vidéo, ben, faites un j'aime à cette vidéo et éventuellement même partagez-la avec des amis autour de vous. Vous faites la connaître. Abonnez-vous, bien entendu, à la chaîne Divergence Politique et à toutes nos chaînes amies. Et puis activez la cloche, pareil, pour Divergence Politique, pour avoir les notifications sur toutes nos émissions. Il y avait hier Claude Janvier, il y aura dimanche Xavier Moreau, Fabrice Orlin dans Divergence. Voilà, on vous racontera un petit peu l'actualité politique en Iran, en Ukraine. Ça bouge, ça rebouge, je devrais dire, en Ukraine. On vous racontera un petit peu tout ça, et puis on vous racontera les malheurs anglais pour Keir Starmer. Voilà. Alors, en attendant, on est focalisé sur les États-Unis. Vous le voyez sur cette visite, on va parler notamment de l'international. On va parler du national aux États-Unis. Sur l'international, eh bien, vous l'avez vu, c'est la visite de Donald Trump. On en parlait dans l'épisode numéro 11. C'est la visite de Donald Trump en Chine. Il a rencontré Xi Jinping, Donald Trump. Il a dit, alors c'est extraordinaire parce que juste avant d'arriver en Chine, Donald Trump disait la Chine c'est pas mal. Ça c'était sur Truth Social, il disait c'est pas mal la Chine, mais quand même les États-Unis c'est bien plus puissant. C'est incomparable, etc. Et puis là, il arrive en Chine et sa première déclaration, c'est nous allons faire un fantastique futur ensemble. J'ai beaucoup de respect pour la Chine. Vous faites un travail magnifique. Quel grand leader. C'est un honneur d'être avec vous. Voilà, c'est un honneur d'être ami, même, a-t-il dit, Donald Trump. Voilà, ça a été repris sur tous les médias américains. Cette déclaration de Donald Trump. But I say it anyway because it's true. I always say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them. We asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. Il vous le dit, Donald Trump, il vous dit, il suffit d'écouter. Il est là en Chine pour faire du business, pour faire des trades, tout simplement. Alors par contre, sur la question, effectivement, de Taïwan, eh bien là, Xi Jinping a été extrêmement clair, extrêmement ferme avec le président Donald Trump. Il lui a dit absolument de ne pas s'occuper des questions des relations entre la Chine et Taïwan et de ne pas interférer. Message bien compris pour le président américain qui, remontant dans son avion, a été interpellé par un journaliste américain qui lui a demandé mais voilà, est-ce que vous avez parlé avec Xi Jinping de Taïwan? Trump n'a pas répondu. Le journaliste a reposé une autre question. Il a dit est-ce que véritablement c'était un sujet qui vous préoccupait? Et là, Trump directement a accéléré le pas. Voilà. Donc, on comprend bien que la question de Taïwan n'était pas au menu de cette visite. On parlait de business, visite dans laquelle était Elon Musk, notamment Marc Rubio, le fils de Donald Trump, qui a beaucoup d'affaires en cours aux États-Unis, où les médias commencent à sortir l'évolution de sa richesse ces dernières années, et notamment l'accélération du développement économique de ses entreprises depuis l'arrivée de son papa au pouvoir. Enfin, dernier sujet sur l'international, eh c'est la question de l'Iran, bien entendu. Vous le voyez bien, il ne se passe plus rien en Iran. Trump a pris la parole pour dire que il avait dégradé fortement, même détruit les capacités balistiques de l'Iran. Ça a été immédiatement contredit par des rapports des agences de renseignement américains qui ont dit que non, absolument pas. Il y avait probablement encore plus de la moitié des stocks disponibles en Iran. Donc vous voyez, contestation en interne entre les services de renseignement et la communication de campagne de Donald Trump sur la question de l'Iran. Mais tout de suite, on passe au national.
Allez, puisqu'on parle du national, on va commencer effectivement, je vous le disais, juste en finissant cette partie internationale, c'est Fox News qui nous sort encore une émission spéciale consacrée au fils Eric Trump, au fils de Donald Trump, pour parler de la croissance faramineuse de ses business, de sa richesse au sein de ses entreprises. Vous voyez, il commence à citer des chiffres. Et il parle notamment Eric Trump de sa fortune sur ses réussites professionnelles depuis l'arrivée de son père. Je vous le disais, donc là c'est un sujet qu'on va suivre. Ça commence à être comparé notamment avec la richesse du fils Biden, Hunter Biden. Vous savez, ça avait défrayé la chronique, notamment les affaires avec Burisma en Ukraine, les conflits d'intérêts, les prises de position professionnelles surprenante du fils Biden. Mais là, ça commence à être comparé pour Eric Trump, qui était, comme je vous l'ai dit précédemment, en Chine. En Chine, pour finir ça et rester sur les États-Unis, eh bien, là, ça a choqué les États-Unis. Il y a eu beaucoup de titres. Et là, je vous prends le tweet de Stu Peters. C'est Donald Trump qui était interrogé sur la question de l'économie, de la situation économique en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump a dit... et Donald Trump a dit, il a dit qu'il n'était pas du tout intéressé, même pas un petit peu, et qu'il ne pensait pas à propos de la situation économique et financière aux États-Unis d'Amérique. Je peux vous dire que pour les Américains, d'entendre ça, ça a fait un choc. Ça a été repris dans tous les médias. Ça a été repris par toutes les personnalités politiques, les influenceurs, les hommes politiques. Et vraiment, alors que les Américains sont dans le dur économiquement, eh bien, de savoir que leur président, même en Chine, hein, même en visite en Chine, n'en avait que cure de leur situation. Ça n'a pas été des plus appréciés. Des plus appréciés également, c'est le bureau de Tulsi Gabbard qui a reçu la visite de la CIA, de CIA, donc qui est venu prendre en fait les documents qui étaient censés être liés notamment à l'assassinat de JFK. Je rappelle que Donald Trump s'était engagé à déclassifier ces documents, que finalement il avait déclassifié des documents qui étaient entièrement caviardés, donc il n'y avait plus rien à voir. Très clairement, tous ces documents, en fait, toutes les box ont été récupérés toutes les boîtes, pardon, ont été récupérées dans le bureau de Tulsi Gabbard. Alors quand je parle des boîtes, on va parler des fichiers même électroniques digitalisés, notamment également sur le MK Ultra et sur plein d'autres sujets. Et effectivement, il y a eu une saisie de la CIA dans le bureau de Tulsi Gabbard. En parallèle de ça, ben là, c'est notre ami Alex Jones. Vous savez, Alex Jones qui a fini son émission il y a quoi, il y a dit le 1er mai, pardon. Eh bien, qui poste beaucoup sur Telegram, sur X actuellement. Et notre ami Alex Jones, il nous dit qu'il nous fait un alerte à la tyrannie. Vous voyez, c'est noté en gros, en majuscule. Et il nous dit tout simplement que Tucker Carlson et Nick Fuentes ont tous les deux été nommés comme de possibles terroristes domestiques, on pourrait dire ça, nationaux. Voilà. Et ça, ce serait lié donc à des décisions de l'administration Trump. Donc, attention, si les soutiens de première heure de Donald Trump sont maintenant mis plus que sur la sellette, mais mis avec des accusations de terrorisme aux États-Unis, ça peut aller très très loin cette affaire. Donc on regardera. Et puis, bah, je voulais vous remettre cette petite vidéo. Alors on va peut-être baisser un petit peu le son et je vais vous la commenter en parallèle. C'est une vidéo qui a été filmée à son insu de Donald Trump en amont en fait d'un interview, et Donald Trump il parle notamment des Américains et il parle Donald Trump de Kim Jong-un, et il dit que Kim Jong-un c'est merveilleux, c'est formidable, c'est un homme fort qui tient son pays d'une main de fer, et puis finalement les Nord-Coréens se taisent et appliquent ce que Kim Jong-un dit, et puis Donald Trump donc déclare finalement c'est ce qu'il faudrait pour les États-Unis, c'est comme ça que les Américains devraient accepter de faire avec moi. Voilà, donc Donald Trump qui se dit que la méthode Kim Jong-un, la méthode nord-coréenne, c'est finalement pas si mal que ça.
Allez, on va parler maintenant du Epstein, du scandale Epstein. C'est pas fini, c'est jamais fini, bien entendu. C'est Thomas Massier, comme toujours, vous le voyez avec Joe Rogan, c'est Thomas Massier qui revient à l'assaut sur la question du dossier Epstein. Thomas Massier qui nous dit que ce que l'on découvre au travers en fait des éléments qui sont apportés dans ce qu'on appelle les drops, c'est-à-dire les dossiers qui au compte-gouttes viennent s'additionner et viennent se rendre publics. En tout cas, ce qu'on découvre, c'est que c'est plus grand pour lui que le Watergate, que c'est même encore plus grand que l'Iran-Contra et que c'est pas à propos de Biden ou de Donald Trump. Il y a visiblement des degrés de mal et qui n'ont jamais été vus à cette échelle, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc en tout état de cause, on a un ami, Thomas Massier, qui ne baisse pas le combat là-dessus. Combat qui a rebondi pour Loutnik, qui était interviewé par la Chambre, qui n'était pas interviewé, qui était accueilli pour la Chambre pour poser des questions très claires et très précises. Je rappelle qui est Loutnik, peut-être vous ne le savez pas, Loutnik c'est un homme d'affaires américain qui était new-yorkais, un homme d'affaires new-yorkais qui était un des donateurs et un des soutiens politiques principaux de Donald Trump. C'est un soutien politique actif, financier de Donald Trump. Il a participé notamment à des collectes de fonds. Il est aux côtés de Trump. Je dirais, il n'a jamais eu de fonction au sein de la Maison Blanche à proprement parler, mais c'est une des personnes qui a une proximité idéologique et qui conseille le président Donald Trump de manière non officielle. Donc, Loutnik est une personne importante. Il est notamment cité dans ces Epstein Files et vous le voyez, les transcriptions, en tout cas pour Loutnik, commencent à s'aggraver. Ça, il passe pas un bon moment. Et sur le dossier, pour finir et clore la question cette semaine du dossier des Epstein Files, encore une fois, c'est Massier qui en parle le mieux. Massier qui était interviewé par Tucker Carlson dernièrement. Tell can be the FBI director and anything ever happened with these Epstein files. Kash Patel, le directeur du FBI, n'est pas le mieux placé en fait pour être tout simplement le directeur du FBI parce que Kash Patel a témoigné au Sénat sous serment qu'il ne pensait pas qu'il y ait des conspirateurs dans le cadre du dossier des Epstein Files, alors que tout le monde sait qu'il y a des co-conspirateurs dans ce dossier. Il dit, Kash Patel notamment, que soit il n'en était pas informé, ce qui est embêtant pour un directeur du FBI, soit tout simplement que ses collaborateurs ne l'auraient pas bien, je dirais, débriefé de l'enquête du FBI, ce qui est encore plus inquiétant lorsqu'on est directeur du FBI. Allez, avant de finir par le tour de X, ce qui s'est dit, et des médias américains, on va finir sur la question de Kash Patel. Kash Patel qui était convoqué devant le Congrès, qui s'est moqué du Congrès. En fait, le Congrès le convoquait dans le cadre d'allégations comme quoi Kash Patel serait porté sur la boisson, qu'il boirait beaucoup. Voilà, Kash Patel s'est moqué ou a été dédaigneux avec Congrès, ça a été noté notamment dans cet article de CNN. Donc vous voyez, après Pete Hegseth, après Pam Bondi, c'est Kash Patel qui avait les honneurs du Congrès qui étaient reçus. Et puis on va finir, bien entendu, sur plusieurs informations. Je voulais vous la trouver, c'est la revanche de Trump. Vous savez, on vous parlait la semaine dernière des primaires qui démarrent, des primaires qui sont précédentes au midterm, qui auront lieu donc le 2 novembre. Eh bien, on y arrive. Ça va être le vote, peut-être l'un des votes les plus excitants à suivre de ces primaires. On arrive au Kentucky qui est l'État dans lequel est élu Thomas Massier. Eh bien, c'est l'heure de la revanche de Donald Trump qui met un de ses collaborateurs, ou en tout cas un de ses soutiens, face à Thomas Massier dans l'État de Kentucky. Donc là, on va voir véritablement le positionnement de l'électorat républicain et MAGA. On va voir
pour qui ils prennent cause. Alors le Kentucky, c'est quand même un État extrêmement, je dirais, traditionnaliste. Donc c'est un État extrêmement avec des valeurs extrêmement précises et forte aux États-Unis d'Amérique, donc c'est pas un État libéral. Donc là, ça va être intéressant parce que Thomas Massie a véritablement une extrêmement bonne popularité. Est-ce qu'ils vont suivre Donald Trump, le président, notamment le président, le chef de file des MAGA, ou est-ce qu'ils vont aller vers celui qui s'oppose justement au président Donald Trump, Thomas Massie? Voilà, on est vraiment dans un affrontement qui va être extrêmement intéressant à suivre parce que ça nous donnera déjà une première marge de visibilité sur la perception de la politique de Donald Trump depuis sa prise de pouvoir au sein de son électorat. Et puis, ça nous donnera probablement par rebond aussi des désistements à Trump de la part des élus s'ils voyaient que Thomas Massie obtenait un très bon score, ou à l'inverse, si Thomas Massie est écrasé par Donald Trump, peut-être certains prendront peur et se rallieront à Donald Trump pour protéger, entre guillemets, leurs arrières. Voilà, donc ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement intéressant à suivre. Dans l'actualité pêle-mêle, eh bien, vous le voyez, c'est Kevin Warsh qui a été confirmé comme président de la Fed. Il succède donc à Jerome Powell, qui n'était pas trop ami avec Donald Trump, et Kevin Warsh est véritablement le choix de Donald Trump. Donc là, c'est une prise pour Donald Trump de position extrêmement forte au niveau de la Fed. Autre information, Rand Paul qui nous a gratifié cette vidéo de Fox News, qui nous dit qu'on a on a une déclaration explosive, notamment d'un membre important de la CIA sur en fait l'origine du Covid, et il nous dit, Rand Paul, et cette personne effectivement qui témoigne sous serment auprès du Congrès, il nous dit que simplement la véritable origine du Covid a été complètement masquée aux citoyens américains, et qu'il y a eu de la part de la CIA notamment un travail, je dirais, de désinformation pour masquer les origines. Ce sera intéressant de voir si du coup ils vont un peu plus loin, je dirais, dans l'argumentation, et s'ils nous expliquent pour eux quelles sont véritablement finalement les origines du Covid. Ce serait vraiment intéressant de suivre. Autre petit fait marquant pour ceux qui pensaient que du côté de Trump et des Republicans, on est favorable à une bonne entente avec la Russie. Eh bien, écoutez, déchanté, chers amis. Voilà, le GOP, c'est-à-dire le parti des Republicans, et les centristes de ce parti, en tout cas, ont demandé à Donald Trump d'accélérer, en tout cas, les sanctions sur la Russie, donc d'accélérer notamment les votes de sanctions sur la Russie auprès du Parlement américain. Donc, ne croyez pas que Donald Trump est en capacité de faire peut-être la paix en Ukraine avec le président Poutine, ou d'imposer quoi que ce soit, puisque finalement, ses conseillers, ses élus autour de lui ne sont pas pro-russes. C'est un fantasme que de croire le contraire. Enfin, allez, on finit avec la dernière information de la semaine. On est dans nos 20 minutes, je vous l'avais promis. Donald Trump a mis le feu cette semaine. Il a mis le feu entre Marc Rubio, et qui est donc son ministre des Affaires étrangères, on pourrait le qualifier comme ça, et J.D. Vance, son vice-président, lors d'une réunion qui était publique, en tout cas qui était une réunion publique avec des investisseurs, je crois, et des personnalités politiques. C'était à Washington, à la Maison-Blanche, en début de semaine. Et Donald Trump, tout hilar, a dit, voilà, qui vous souhaitez comme futur candidat à la présidence après moi? Et il a fait à l'applaudimètre, voilà, il a fait réagir les invités qui étaient présents en disant, voilà, est-ce que vous voudriez que je nomme John J.D. Vance comme candidat à ma succession? Donc les gens applaudissaient, un peu surpris. Après, il a dit, est-ce que vous préféreriez que ce soit Marc Rubio? Alors les gens un peu surpris applaudissaient par politesse, mais vraiment une humiliation, ça a été noté dans les médias américains, c'était une humiliation pour J.D. Vance, qui se retrouve potentiellement
successeur de Donald Trump, à l'applaudimètre et à la bonne volonté de Donald Trump, qui visiblement n'est pas décidé à lui apporter un soutien extrêmement ferme. Voilà, bon, je pense que pour J.D. Vance, c'est peut-être le temps ou le bon moment, en tout cas, de prendre un peu de sagesse, de prendre un peu de recul et peut-être de prendre une décision politique forte et courageuse. Voilà, restons là-dessus. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne semaine. 20 minutes, 45 d'émission. Je vous avais promis un tour d'actualité américaine en 20 minutes. Eh bien, on y est. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Divergence Politique, activez la cloche. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, faites un j'aime et puis partagez-la avec vos amis. À très vite pour de nouvelles actualités dans le monde de Donald.